Merci. Eh bien, moi, je voudrais, pour ma part, commencer par vous remercier et remercier le réseau canadien d'écoles ludiques de cette occasion de collaborer, de partager avec vous, mais remercier aussi tous les participants, tous les professeurs qui se sont engagés dans cette aventure, parce que je suis convaincue que nous allons avoir ensemble un impact très important, non seulement au Canada, mais bien au-delà, dans votre groupe, dans votre communauté, dans votre province, dans votre pays, mais même dans le monde entier et maintenant et plus tard. Donc, merci beaucoup de votre engagement déjà présent. Je suis convaincue que nous allons faire des choses très intéressantes ensemble. Et félicitations aussi. Je voudrais féliciter ceux qui ont lancé cette initiative, mais félicitations à tous ceux qui font désormais partie de ce groupe ce réseau a un potentiel énorme et je pense que c'est véritablement une célébration que nous pouvons avoir aujourd'hui de nous retrouver ensemble autour de valeurs et de convictions communes. Et je voudrais, dans le temps qui m'est alloué, souligner 2 points. D'une part, commencer par rappeler ce que Megan a déjà introduit, ce que nous appelons jeu est très divers et cela peut impliquer énormément de choses. Je peux vous donner pour devoir pour ce soir d'aller consulter le dictionnaire, le littré de la langue française et vous allez vous trouver qu'il y a 30 pages consacrées à la définition de jeu, depuis le jeu de cartes et le jeu de clés et le jeu d'une machine qui ne fonctionne pas, jusqu'à le jeu du amour et du hasard et les jeux de la guerre, etc. Le mot jeu est extrêmement polyvalent et il peut désigner aussi bien du matériel, des règles, c'est-à-dire des structures, des contextes dont il a déjà été question, par exemple, quand on a abordé la dimension sociale, et aussi une attitude. Et ce que je voudrais souligner en évoquant cette polyvalence de la notion de jeu, c'est que même si le mot jeu, l'étiquette de jeu renvoie à plein de choses différentes, qui concernent aussi bien les enfants que les adolescents, les adultes, dans différentes situations, etc., ce qui devrait nous intéresser en principe le plus, c'est le dernier pan, le dernier niveau de cette métaphore qui s'applique à différentes choses, c'est celui de l'attitude ludique, c'est-à-dire ce qu'on pense, la conviction intime qu'on peut avoir pendant qu'on fait l'activité de jeu. D'après les définitions que vous avez déjà données et que Alison vient de nous présenter, vous savez déjà que ce qui compte dans le jeu, ce n'est pas d'avoir suivi les règles ou pas, ou d'avoir utilisé une balle de telle ou telle couleur, ou d'avoir fait ceci ou cela. C'est l'expérience que cela donne, l'expérience de vie et, selon certains théoriciens, l'expérience optimale que cela procure. Et je suis sûre qu'à travers le projet que nous sommes en train de développer ensemble, nous allons trouver les moyens de fournir à nos apprenants des expériences optimales d'apprentissage qui vont être significatives, qui vont avoir un impact durable, qui vont les inviter à devenir des acteurs, réellement des acteurs de leur apprentissage, et non seulement de leur apprentissage, mais de leur communauté. Le cadre européen commun de référence pour les langues parle beaucoup d'acteurs sociaux. Eh bien, je suis convaincue que, à travers le jeu et de cette expérience optimale que nous allons essayer de procurer aux apprenants, heu, il sera possible justement de procurer des expériences optimales. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que justement cette expérience optimale, on en parle beaucoup dans la théorie, du jeu. C'est Mihaly qui a parlé de cela à partir de la psychologie positive et il a développé tout ce qu'il peut faire, tout ce qui distingue l'expérience optimale. Et donc c'est un concept qui était souvent repris pour parler de comment l'expérience optimale pendant l'apprentissage peut apporter ce plaisir dont il a aussi été question. Cependant, on parle trop souvent de l'expérience optimale des apprenants et on oublie parfois de parler de l'expérience optimale des enseignants. Et on parle aussi de l'usager, l'apprenant, l'acteur social que peut être l'apprenant, mais on oublie que nous aussi, enseignants, on est des acteurs sociaux et que nous aussi, on a plaisir à faire apprendre, plaisir à enseigner et évidemment plaisir à faire apprendre. Donc, je pense que cette idée de la participation à ce projet, non seulement au bénéfice de nos apprenants, qui bien sûr sont au cœur de nos préoccupations, mais au bénéfice de nous-mêmes.
Je pense que le fait que les apprenants, les parents, les responsables institutionnels, la communauté perçoivent le plaisir que vous avez certainement déjà et que j'espère vous allez continuer à cultiver pour l'enseignement, la passion de partager, la passion de faire apprendre d'une façon significative, d'une façon dynamique, d'une façon susceptible de transformer notre réalité, va faire, va avoir un impact encore plus durable, surtout dans un contexte que nous vivons aujourd'hui, celui de la quatrième révolution industrielle, où beaucoup de craintes se cernent sur nous pour diverses raisons, entre autres la présence croissante des technologies. Il y a une dimension techno dans le projet. Il ne s'agit pas de remplacer le professeur, il s'agit de voir comment le professeur peut mieux mettre au service de l'apprentissage ces technologies, mais on peut se demander à un moment où la pression est plus forte que jamais parce que les enseignants ont été, on a exigé des enseignants depuis très longtemps de plus en plus de choses. D'abord, il suffisait de connaître la matière à enseigner. Ensuite, il a fallu connaître aussi la pédagogie. Ensuite, il a fallu connaître la pédagogie de tel et tel nouveau courant, etc. Et aujourd'hui, non seulement il faut maîtriser notre matière, il faut maîtriser les bases de la pédagogie et il faut remplir toutes les obligations qui sont les nôtres, mais en plus, il faut y ajouter la préparation de nos apprenants à un avenir que nous ignorons. Et donc, il faut leur faire acquérir ces fameuses compétences du 21e siècle qui sont très nombreuses. On ne se met pas d'accord sur lesquelles il faut retenir. Mais en tout cas, il faut les préparer à un avenir que personne ne connaît exactement. Et au sein de ces compétences du 21e siècle, il y en a trois sur lesquelles je voudrais mettre l'accent parce que ce sont trois compétences très importantes et qui sont en lien avec le jeu. Ce sont les trois compétences qui, d'après différentes études, dont une qui a été faite en Ontario, montrent que même si les technologies prennent de plus en plus de place dans notre environnement de travail, dans l'enseignement, il y a trois compétences que les robots n'ont pas encore réussi à avoir et le jour est encore loin pour qu'on y arrive. Ces trois compétences sont l'empathie, la créativité et l'interaction authentique. Je pense que ce sont les compétences spécifiquement humaines de notre métier et que c'est justement à travers le jeu que l'on peut développer ces trois compétences, empathie, créativité, interaction authentique. C'est dans cet échange avec nos apprenants qui deviennent avec nous acteurs sociaux, acteurs de transformation, que nous pouvons exploiter tout le potentiel du jeu et je vais utiliser du jargon, un gros mot un peu technique, mais donner davantage d'agentivité à nos élèves. Il ne s'agit pas seulement de les faire faire, mais d'accroître leur potentiel de faire, de les faire croire en eux-mêmes, de leur faire découvrir leur potentiel et peut-être même des choses que nous ignorions. Mais à travers le jeu, ce n'est pas une simple pause ludique, un moment de détente, comme Aristote l'a dit il y a déjà bien des siècles, mais il s'agit véritablement de repenser ensemble déjà dans nos classes, mais je suis convaincue et je le souligne que le travail que nous engageons est un travail qui va transformer nos communautés, qui va transformer la façon de percevoir le rôle de l'école et de l'enseignant dans la communauté, dans le lien qui peut être établi avec l'ensemble des acteurs de cette communauté. Et donc, je crois que donner cette agentivité à nos apprenants et nous aussi récupérer notre agentivité va être quelque chose de positif parce que parfois, on est fatigué d'enseigner toujours la même chose et de devoir répondre à différentes pressions. Et comme Alison l'a mentionné aussi, cette obligation de performance et de rendre des comptes sur des choses qui ne sont pas forcément prioritaires pour nous. Mais il me semble que dans les trois axes qui ont été choisis, enviro, techno, brico, sociaux, on va retrouver ces différents éléments que j'ai déjà cités pour vous, le matériel que allons développer, toutes les ressources que nous allons créer et qui vont être mises à profit non seulement pour vous et vos groupes d'aujourd'hui et de demain, mais pour d'autres groupes ailleurs qui pourront les adapter, qui pourront les reprendre dans la dimension techno, qui nous permettront de repenser nous, mais de faire repenser le rôle que l'on donne à la technologie dans l'enseignement et dans l'apprentissage et
probablement changer la vision de nos apprenants par rapport à ce que peut et ce que doit faire la technologie dans leur vie. Dans la dimension Bourrico, valoriser tout ce qui est le faire faire, le savoir-faire, le essayer de faire, le rôle de l'erreur qui a été évoqué, cette dimension de s'impliquer vraiment, de mettre les mains à la pâte. Et puis surtout cette dimension socio qui a été ici mise en relation avec le contexte, mais qui évidemment a beaucoup à voir avec l'attitude, avec l'échange, avec la possibilité d'être ensemble et de faire quelque chose ensemble. Je crois que j'ai été un tout petit peu plus brève que prévu. Mais en tout cas, je vous remercie encore, je vous félicite à nouveau. Je suis convaincue que nous commençons un chemin extrêmement riche parce que chacun apporte déjà dans sa besace, dans son sac à malice, énormément de choses qui, mises ensemble, vont nous permettre de créer un véritable changement. En tout cas, je l'espère. Et je vous dis merci, encore merci.